Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, nous allons tout simplement, dans cette vidéo, pour les étudiants en études supérieures, nous intéresser aux ensembles. Donc, on va voir un petit peu toutes les propriétés que possèdent les ensembles. Et donc, dans un premier temps, ce que nous allons voir, c'est tout simplement une définition de ce que c'est qu'un ensemble. Oui, parce que c'est bien manipuler un objet, mais il faut comprendre déjà ce que c'est. Alors, première chose, c'est la définition de ce que c'est qu'un ensemble. Un ensemble, en fait, c'est tout simplement une collection de plusieurs objets qui peuvent être de même nature. Alors, pour vous donner des exemples un peu plus concrets, on va donc parler par exemple dans les ensembles de nombres. L'ensemble n, on l'a déjà vu avant dans une précédente vidéo, qu'il s'agit de l'ensemble de tous les antinaturels. Donc, en fait, c'est une collection de tous les antinaturels en quelque sorte. Donc là, c'est l'ensemble formé par tous les antinaturels. Ensuite, un autre ensemble que nous allons voir un petit peu plus tard dans l'année, c'est tout simplement l'ensemble des matrices carrées de taille n. Donc Mn de R. Et là, c'est l'ensemble de toutes. C'est un ensemble qui est formé de toutes les matrices carrées qui sont de taille n. Et qui sont un coefficient d'un R, Mn de R. Donc là, ici, c'est ensemble. Et après, on pourrait dupliquer comme ça les exemples au niveau des ensembles. Et donc, parmi les ensembles, en fait, ce qu'on va voir, c'est que de manière générale, on va avoir des gros ensembles qui sont définis, par exemple, comme n, Mn de R et ainsi de suite. Et quand on va bosser sur les ensembles, il peut arriver que justement on ait des ensembles inclus dans d'autres ensembles. Et justement, il faut définir ce que c'est que l'inclusion d'ensemble. Donc là, on va prendre deux ensembles, soit F et G, deux ensembles. Et donc tout simplement, ce qui se passe, on dira que l'ensemble F est inclus dans G si tout élément de F est dans G. Et donc on le notera de la manière suivante. Pour dire qu'en fait F il est inclus dans G, on note F, le symbole d'inclusion, dans G. Donc du coup, pour que vous puissiez visualiser, je vais vous schématiser deux ensembles. Donc là, en bleu clair, en bleu plus foncé, vous avez l'ensemble G. Et en bleu un peu plus clair, vous avez l'ensemble F. Et on remarque effectivement, si on prend n'importe quel élément qui est dans F, et en fait, il est dans G. Donc là, pour vous donner encore une fois des exemples, pour que ce soit un peu plus visuel, prenons tout simplement l'ensemble des matrices inversibles de taille n. Donc, d'ailleurs, l'ensemble des matrices inversibles de taille n, à coefficient réel, on note GLN de R. Pareil, c'est un ensemble qu'on manipulera un petit peu plus tard dans l'année, quand on fera le chapitre des matrices. Donc, GLN de R, en fait, il est tout simplement inclus dans Mn de R. Parce que toute matrice inversible de taille n, à coefficient réel, en fait, c'est une matrice carrée de taille n. Okay. Et donc, de manière générale, là, pareil, j'anticipe un petit peu, mais quand on voudra démontrer des inclusions d'ensemble, l'idée sera la suivante. C'est-à-dire qu'en fait, on prendra un élément, par exemple, si on veut montrer que f est inclus dans G, et on prendra un élément quelconque de f, et l'idée, ça sera de démontrer qu'il est dans G. Et après, selon l'exercice sur lequel on doit bosser, bien évidemment, on fera des raisons plus ou moins variées. Ok? Mais en tout cas, le premier réflexe de Golemont, j'ai envie de dire, à avoir quand vous voulez démontrer l'inclusion d'ensemble, c'est toujours le même. C'est-à-dire, vous prenez un élément qui est dans l'ensemble de départ, que vous voulez montrer qu'il est inclus dans l'autre, et ensuite, vous dites qu'on veut montrer qu'il est forcément dans l'autre. Et l'élément que vous prenez dans l'ensemble de départ, il est quelconque. Parmi les ensembles, on va aussi définir un autre ensemble, qui est l'ensemble des parties d'un ensemble. Alors oui, là j'avoue, ça fait un peu beaucoup. Donc on va se donner F en ensemble. Et en fait, l'idée c'est que l'ensemble F, par moment, il peut nous paraître un peu trop grand. Et donc, au lieu de prendre l'ensemble F, au lieu de prendre tout l'ensemble F, on peut bosser seulement sur des morceaux de F. Et ces morceaux de F, c'est ce qu'on appelle des parties en fait. Et l'ensemble de toutes ces parties, tout simplement, est un ensemble. Et donc du coup, si on prend F en ensemble quelconque, on fait l'ensemble des parties de F, on notera comme ceci, P de F. Et c'est tout simplement l'ensemble des différents ensembles qui sont inclus dans F. Ok. Donc en clair, si je dois vous reprendre à nouveau la situation,
en gros, on a notre ensemble F. Comme ça. Et toutes les parties de F, bah, ça a été sous-ensemble qu'on peut former à l'aide des éléments de F. Ok, par exemple, si je prends ces deux éléments-là, ça fait une partie. Mais si je prends ces deux-là, encore une autre partie. Après, bah, si je reprends ces deux-là, j'ai encore une partie, et ainsi de suite. Donc, l'ensemble de toutes les parties de F, ça se note P de F, ok? Et en particulier, bah, du coup, si G est inclus dans F, alors, on peut dire dans ce cas de ce fait que G, c'est une partie de F, en fait. Et donc, il appartient à P de F. Ok? Dès lors où on a un ensemble qui est inclus dans un autre, bah, en fait, c'est une partie de l'ensemble. Par exemple, bah, reprenons des exemples plus classiques entre, par exemple, l'ensemble des entiers relatifs et l'ensemble des entiers naturels. On remarque que tout simplement l'ensemble des entiers naturels, en fait, c'est une partie de l'ensemble des entiers relatifs. Ok? Mais également, une autre partie qui est possible pour l'ensemble des entiers relatifs, ce sont les entiers pairs. Ou encore une fois, les entiers impairs. Ou les multiples de 3. Ou les diviseurs de 7. Et ainsi de suite. On peut former ainsi différentes parties pour un ensemble donné. Et l'ensemble de toutes ces parties, c'est tout simplement noté P2. Alors, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse aux différentes opérations qu'on peut faire sur les ensembles. Parce que oui, les ensembles, c'est des objets un peu particuliers. Et donc, on peut faire des opérations dessus. Alors, pour chacune des opérations que je vais citer, on va d'abord définir ce qui se passe pour deux ensembles. Et ensuite, pour un nombre quelconque d'ensembles, on va voir un peu ce qui se passe. Pour une famille quelconque d'ensembles. Alors, tout d'abord, on peut faire ce qu'on appelle l'union de deux ensembles. Ok? Donc, définition. Union de deux ensembles. Union d'ensemble. Alors, on commence d'abord pour deux. Alors, si on se donne F et G deux ensembles, et on notera F union G. C'est l'union, ou on appelle ça aussi la réunion de F et de G. Et concrètement, à quoi ça correspond, F union G? En fait, F union G, c'est tout simplement l'ensemble des éléments qui appartiennent à F ou qui appartiennent à G. Donc ça, c'est F union G. Soit dans F union G, j'ai des éléments qui sont dans F, soit ils sont dans G, ou soit ils peuvent être aussi dans les deux. Ok, le ou, ça veut aussi dire qu'on peut les mettre dans les deux. Donc en clair, si je vous fais deux ensembles, donc on a F, à droite je vous fais G, F union G, ça va être tout simplement la grosse patate que je vous assure en vert. Voilà donc pour la définition de F union G lorsqu'on a deux ensembles. Bien évidemment, cette définition, on peut la généraliser à un ensemble, à une famille quelconque d'ensemble. Donc là, ça c'était pour 2. Maintenant, si on généralise à une famille quelconque d'ensemble, on se donne EI pour I compris entre 1 et N. Et en fait, bon, I, là je mets entre 1 et N, mais on peut l'indicer par n'importe quel ensemble, du moment qu'il est dénombrable, vous verrez ça un petit peu plus tard. Mais donc, soit EI pour I qui est compris entre 1 et N, une famille d'ensemble. On notera l'union des EI, comme ceci, pour I qui va de 1 à N. Donc ça, c'est l'union des EI. Donc c'est l'union de ma famille d'ensemble. Et donc, ça se définit comment? En fait, on va le définir de la manière suivante. Alors là, je vais l'écrire un petit peu en extension. Ça va être les éléments qui appartiennent soit à E1, ou bien l'ensemble des éléments qui appartiennent à E2, etc. jusqu'à l'ensemble des éléments qui appartiennent à EN. Pour l'écrire un petit peu sous une autre forme, on dira qu'un élément X appartient à l'union pour I qui va de 1 à N des EI. S'il existe un indice I entre 1 et N, alors cet indice n'est pas forcément unique.
peut en avoir plusieurs, comme pour 2 d'ailleurs, tel que X, il appartient à EI. Donc là, c'est une généralisation de la définition que j'ai donnée précédemment pour 2 à n ensemble quelconque. Donc ça, c'est pour la définition de l'union de un voire plusieurs ensembles. Enfin, de 2 ou plusieurs ensembles. Maintenant, on va donc s'intéresser à l'intersection d'ensembles. Alors, pour l'intersection d'ensembles, comment que ça marche? L'idée, on va faire pareil. On va définir ce qui se passe pour l'intersection de 2 ensembles. Et après, on verra ce qui se passe pour l'intersection de n ensemble. Donc, on se donne f et g de ensemble, toujours. Et donc, on va définir l'intersection de f et de g, comme ceci. Donc, c'est f inter... Ça se dit f inter g. Et donc, c'est l'intersection de f et de g. Et donc, c'est quoi f inter g? C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à f et en même temps, ils doivent appartenir à g. Alors là, notez bien que le et le ou en maths, je crois que j'avais déjà dit sur une de mes vidéos en terminale, voire avant, le et et le ou en maths, c'est super important en fait. Un et en maths, c'est pas un et ou. Ça n'a pas la même signification. Un et, ça veut tout simplement dire que la première condition est vérifiée et la deuxième doit être vérifiée. Donc là, le fait que un élément x appartient à f inter g, c'est-à-dire que x, il appartient à la fois à f et à la fois à g. Il doit appartenir simultanément aux deux. Donc si je fais un schéma, donc là j'ai mon l'ensemble f. À droite, je vous représente l'ensemble g. Et en fait, en vert, je vais vous représenter f inter g. Voilà, donc f inter g, c'est ce que je vous colorie là. C'est l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans f et à la fois dans g. Alors, de la même manière que pour l'union de 2 ensembles, on pouvait définir l'intersection de n ensemble. L'union de n ensemble, là, ça va être la même chose pour n ensemble. On va essayer de définir l'intersection. Donc, tout simplement, soit le i pour i compris entre 1 et n, une famille d'ensembles. Et donc, tout simplement, je vais directement aller un peu plus à l'essentiel. On va dire qu'un élément x appartient à l'intersection pour i qui va de 1 à n des 8. Si seulement si, quel que soit l'indice entre 1 et n, en fait, j'ai x qui appartient à 8. En clair, ça veut dire quoi cette définition un peu bizarre? Ça veut tout simplement dire qu'en fait, si vous avez un élément qui appartient à l'intersection de tous les 8, c'est-à-dire qu'en fait, en clair, x il doit appartenir à chacun des 8. Okay, pour appartenir à l'intersection de tous les 8, il faut que votre x il appartienne à tous les 8. Donc là, c'est encore une fois une généralisation de la définition précédente. Non plus à 2 ensembles, mais à n ensemble. Avec n ensemble. Alors, bien évidemment, sur les ensembles, ce n'est pas les seules opérations qu'on peut faire. On peut également faire d'autres opérations. En particulier, on va donc s'intéresser à la différence ensembliste. Alors, la différence ensembliste, je vais le définir ici pour 2 ensembles. Ok? Parce qu'au-delà, ça devient un peu compliqué. Donc, on se donne f et g, 2 ensembles. Et donc, f privé de g, donc c'est l'ensemble suivant. C'est l'ensemble des éléments x qui appartiennent à f et l'ensemble des éléments x qui n'appartiennent pas à g. Donc ça, c'est f privé de g. En clair, si je reprends cet ensemble sur mon schéma, on représente comme tout à l'heure l'ensemble f. On va présenter toujours comme tout à l'heure l'ensemble g. Et donc, f privé de g, c'est tout simplement l'ensemble des éléments qui sont dans f, mais qui ne sont pas dans g. Donc en fait, ça vous donne cet ensemble-là. Alors, cet ensemble-là, donc f privé de g, on peut aussi du coup lui donner une autre interprétation. Comme c'est l'ensemble des éléments x qui sont dans f et qui ne sont pas dans g, on peut l'écrire comme une intersection. Donc c'est f inter g bar. Où g désigne tout simplement le complémentaire de g. Et justement, ça m'emmène à la définition qui suit. C'est le complémentaire. Donc définition du complémentaire. Alors, du coup, l'idée, ça va être la suivante, c'est de se donner f un ensemble.
ou G. Allez, soit G un ensemble. Et bah tout simplement, l'ensemble G bar, qui est le complémentaire de G, en fait, ce sont tout simplement les éléments X qui n'appartiennent pas à G. Ça, donc, c'est complémentaire de G. C'est l'ensemble formé de tous les éléments qui n'appartiennent pas à G. Ok. Et enfin, dernière définition que je vais vous donner concernant les ensembles, enfin, une des dernières définitions que je vais vous donner concernant les ensembles, c'est la notion de produit cartésien. Alors, pareil, on en avait déjà parlé en terminale quand on a fait du dénombrement. On va le définir pour deux ensembles et après, on va le définir pour une famille quelconque d'ensembles. Ok. Donc, on se donne F et G deux ensembles. On définit le produit cartésien de F par G, donc F croix G, comme l'ensemble des éléments, comme l'ensemble des couples X, Y, où X, il appartient à F, et Y, il appartient à G. Alors là, faites super gaffe quand vous notez les couples. Le couple X, Y, c'est pas la même chose que le couple Y, X. Là, quand j'écris le couple X, Y, dans F croix G, ça veut dire que mon X, il appartient à F, et mon Y, qui est en deuxième position, il appartient à G. Ok? Et donc, attention, le couple XY, ce n'est pas le couple YX. Donc là, on ne peut pas permuter, parce que ça n'a pas la même signification autrement. Et du coup, pareil, si on veut définir cette notion de produit cartésien pour peu ensemble, bon, on se donne une famille UI d'ensemble, pour y compris entre 1 et n. Et donc, on va définir le produit cartésien, qui se note comme ça. Produit pour I qui va de 1 à n, dUI, par l'ensemble des n uplets, xi. Donc on va définir comme l'ensemble des n uplets pour i qui va de 1 à n, que je vais écrire un peu plus concrètement, donc x1, x2 jusqu'à xn, ou dans ce cas-là, xi il appartient à ui. Et ça, bah, pour tout i entre 1 et n. Voilà, donc le produit cartésien des ui, c'est juste un n uplé, dans lequel chacun des xi, ils appartiennent à ui, ok? Donc on va, c'est un n uplé composé de x1, x2, x3 jusqu'à xn dans cet ordre-là, où chacun des xi, ils appartiennent à ui, quand on écrit le produit cartésien des ui. Alors, exemple d'ensemble défini par des produits cartésiens, parce que je sens que sinon je vais vous perdre. Quelques exemples. Bah, par exemple, R puissance 3. Alors en fait, ces ensembles, vous connaissez déjà, parce que c'est l'ensemble qu'on utilise quand on fait de la géométrie, vous savez, en 3 dimensions. Bah, R puissance 3, c'est tout simplement un triplet. C'est l'ensemble des triplets x, y, z, tels que x, y et z, ils appartiennent à R. Ok? Et donc attention, bah, comme on a vu tout à l'heure, le x, le y et le z, vous ne pouvez pas les permuter comme ça. Parce que sinon, ça n'a pas la même signification. Un autre ensemble aussi que vous connaissez, qui est défini, que vous connaissez bien aussi, qui peut être défini comme un produit cartésien. Donc dans la même idée que R3, bon, on a R2. Et aussi, donc, on a n carré. N carré, c'est l'ensemble des couples x, y, où x est dans n et y est dans n. On va voir deux petites choses également. On va voir les différentes propriétés du couple, donc d'intersection et la distributivité. Alors, petite propriété concernant donc l'intersection et tout simplement l'union de l'ensemble. Ok. Donc on va se donner F, G, H, trois ensembles. Alors, tout d'abord, on a que la distributivité, que ce soit à l'intersection ou pour la réunion d'ailleurs, on a commutativité. Donc, c'est-à-dire que F inter G inter H, écrit comme ceci, c'est la même chose à, du coup, F inter, donc là, pas besoin d'écrire les parenthèses, F inter G inter H, c'est la même chose que F inter H inter G. On a le droit d'échanger l'ordre des intersections. Et de même, pour la réunion, F union G union H, bah, si ça nous arrange, on peut écrire F union H union G. C'est la même chose. On a également une propriété de d'associativité qui est vérifiée justement par
cette opération qui est la réunion et l'intersection ensemble. Donc du coup, on a que F union G, enfin F inter G, inter H, comme ceci. C'est également à, on peut dire que c'est égal à F inter G inter H. Vous voyez là, j'ai déplacé la parenthèse, ça c'est la propriété d'associativité. Pareil, pour l'union. F union G, le tour union H, on peut dire c'est F union G union H. Comme ceci. Ça, c'est l'associativité. Et après, dernière chose, on a la distributivité. Donc, distributivité, c'est le fait de dire que l'intersection, on peut la distribuer sur la réunion et réciproquement. Donc, si j'ai F union G union, enfin F inter G union H, bah là, on peut distribuer en quelque sorte l'intersection qui est là à la réunion. Et ainsi, donc, ceci, cet ensemble-là, c'est égal à F inter G union F inter H. De même, pour la réunion, on peut distribuer une réunion sur une intersection. Donc, si j'ai F union G inter H, la réunion que j'ai là peut se distribuer sur l'intersection. Et donc, ceci va me donner F, du coup, union G, inter F union H. Donc, c'est un peu comme une formule de distributivité qu'on a en calcul littéral sur les nombres, sauf que là, ça avec des ensembles. Ok. Donc, l'intersection est distributive sur la réunion, et la réunion est distributive sur l'intersection. Voilà. Propriété concernant le complémentaire. Propriété du complémentaire. Alors, au niveau du complémentaire, il y a quelques propriétés qui sont vérifiées. En particulier, le fait que c'est une opération involutive. Donc, involutive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, quel que soit A, un ensemble, en fait, quand vous faites deux fois le complémentaire, A complémentaire, complémentaire, qu'on peut aussi noter A, C, C, parce que AC, c'est aussi une autre notation pour désigner le complémentaire de A. En fait, c'est égal à A. Ok, quand on fait deux fois le complémentaire, on retombe sur A. Alors d'ailleurs, vous connaissez pas mal d'opérations qui sont involutives, et aussi la conjugaison pour les nombres complexes, si vous vous souvenez. Et c'est pareil, c'est une opération involutive. On verra plus tard quand on fera les applications. Mais en fait, la bijectivité, c'est aussi une involution. Ok, quand on fait deux fois la réciproque, quand on applique à une fonction deux fois la réciproque, on retombe sur la fonction. Ok, bon, j'ai une fonction, mais ça peut être une application, justement. On a également une décroissance du complémentaire. Donc là, le fait que le complémentaire est décroissant, c'est au sens de l'intersection. Si A il est inclus dans B, donc si l'ensemble A est inclus dans B, alors au niveau du complémentaire, le complémentaire de A, et en fait, cette fois-ci, il ne sera pas inclus dans le complémentaire de B. On aura l'opération réciproque, c'est que le complémentaire de B est inclus dans le complémentaire de A. Ok, donc je répète, si A il est inclus dans B, dans ce cas, c'est le complémentaire de B qui est inclus dans A. Là, peut-être on va faire un petit schéma pour que vous puissiez encore visualiser la chose. Alors, donc là, voici l'ensemble A. Voici l'ensemble B. Donc là, ici, on a supposé A et B tel que A est inclus dans B. Bon, si vous avez A inclus dans B, au niveau du complémentaire, c'est le contraire. On aura que le complémentaire de B, donc qui recouvre toute la partie au-dessus de A, est inclus dans le complémentaire de A. Ok. Le complémentaire de A, en fait, c'est toute la partie au-delà du bleu foncé. Le complémentaire de B, par contre, c'est toute la partie au-delà du bleu clair. Donc là, on voit assez bien tout ce qui est au-delà du bleu clair. Il y a moins d'éléments que tout ce qui est là au-delà du bleu foncé. Donc c'est pour ça que le complémentaire de A est inclus dans le complémentaire de B. Voilà. Enfin, dernière chose, au niveau des propriétés du complémentaire, c'est les lois de Morgan.
Au niveau des lois de Morgan, donc on va se donner A et B deux ensembles. Et donc on a que A inter B va inter B le tout complémentaire. C'est donc le complémentaire de A union le complémentaire de B. Ça, c'est la première loi de Morgan. Et la deuxième loi de Morgan, c'est que A union B, le tout complémentaire, c'est en fait, ça revient à faire le complémentaire de A inter le complémentaire de B. Alors pareil, justement, j'oublie de le préciser, on verra ça plutôt en exercice, mais quand on veut démontrer comme ça des égalités d'ensemble, l'idée c'est de raisonner du coup par double inclusion, parce que l'inclusion c'est ce qu'on appelle une relation d'ordre, ok? Elle est antisymétrique. Et donc ça veut dire que tout simplement, en fait, le fait que démontrer que A il est inclus dans B, et B il est inclus dans A, ça veut dire que A égale à B. Voilà. Donc ça, bon, on verra ça un peu plus en exercice, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 plombes encore. Et donc, dernière chose que je vais vous parler, c'est des ensembles disjoints. Alors, on va parler des ensembles disjoints, et pareil, on va faire comme pour les autres cas. On va voir ce qui se passe pour 2, et après on va voir ce qui se passe pour une famille d'ensembles quelconque. Donc, pour les ensembles disjoints, comment que ça fonctionne? Bah, voici l'idée. On se donne A et B deux ensembles. A et B, deux ensembles. Et donc, A et B sont disjoints. Si en fait, il n'existe pas d'éléments en commun entre A et B. Donc, A et B sont disjoints si l'intersection de A et de B est vide. Ça, c'est la définition pour 2. Ok. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour I ensemble. Donc, soit EI pour I compris entre 1 et N, une famille d'ensembles. Dans ce cas, on dit que EI, bah, tout simplement la famille EI. Donc là, quand c'est une famille d'ensemble, on parlera un peu plus généralement, même pas d'ensemble disjoint, mais de recouvrement disjoint. Donc on dira que la famille EI forme un recouvrement disjoint dans l'ensemble qu'on va noter oméga. Si il se passe plusieurs choses. Si pour deux indices IJ différents, en fait la réunion, enfin l'intersection des deux ensembles, EI inter EJ, est vide. Si on n'a que pour deux indices différents, à chaque fois l'intersection de deux ensembles est vide, et qu'en plus, bah on a que la réunion souris qui va de 1 à n dUI, c'est égal à oméga, alors dans ce cas-là, on a recouvrement disjoint de oméga. Et si de plus, on a que quel que soit i entre 1 et n, donc pour tous les indices entre i et n, les EI ne sont pas vides, alors on dira même que la famille EI est une partition de oméga. Un peu comme en formule de probabilité totale. Ok? Et bon, du coup, quand on fait des probas, on dira même c'est un système complet d'événements, les UI. Bon, allez, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo où je vous ai un petit peu tout résumé sur les ensembles. Donc, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.